Partis de Calais, 10 heures plus tôt, 47 migrants sont arrivés en car à Saint-Brévin ce lundi soir et Claire Villalon a pu partager la première journée dans leur nouveau centre d'accueil. Ils sont soudanais, érythréens ou afghans. En tout, 47 hommes arrivés lundi soir de la jungle de Calais. Accueillis et pris en charge par l'association Trajet, ces migrants commencent tout juste à prendre leur marque. Ils prennent connaissance des lieux, de leur environnement ici dans le centre d'accueil. Et donc des éducateurs sont présents ici pour les accompagner sur tout ce qui concerne la dimension administrative au regard de l'asile. Puis il y a également 2 autres personnes qui sont ici pour l'accompagnement sur toute la vie quotidienne. Pour le moment, l'urgence concerne donc les démarches administratives. Depuis leur arrivée, ils ont des rendez-vous individuels pour constituer leur dossier. À partir de novembre, d'autres associations viendront en renfort. À Saint-Brévin, de nombreux habitants proposent déjà leur aide. Un certain nombre de Brévinois ont souhaité se porter volontaires pour apporter une contribution, soit des enseignants pour l'apprentissage de la langue française, soit des professionnels de santé, des personnes du secteur social et puis d'autres Brévinois. Entre une partie de football et de ping-pong, ces hommes profitent de ce moment de répit, même si pour certains, la transition avec Calais est difficile. Je ne sais pas si je serai heureux ou non ici, parce que c'est mon premier jour. Calais est mon endroit préféré. Je sais que c'était un lieu dur et très dangereux, mais je suis resté là-bas pendant longtemps. C'est pour cela que j'ai l'impression que c'était mieux. Malgré les difficultés, ces hommes sont heureux d'être ici et espèrent bien en profiter pour apprendre le français. Quelques heures après les nouvelles violences dans le quartier Malakoff, la question de la vidéoprotection à Nantes revient sur le devant de la scène. Nick Ressman. C'est en ligne qu'on trouve une nouvelle pétition pour la mise en place rapide de vidéoprotection. Parmi les signataires, les associations SOS Centre-Ville et Nantes contre la violence. Nous avons évoqué les dispositifs de vidéosurveillance. C'est probablement une des pistes à poursuivre. Évidemment, ça a un coût, mais la sérénité a aussi son prix. Une sérénité de plus en plus rare dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers, estime l'opposition à la mairie, qui pointe du doigt Johanna Roland. Promesse de sa campagne en 2014, la vidéoprotection n'est toujours pas mise en place. Évidemment, à Malakoff, place Rosa Parks, je crois que la vidéoprotection peut être intéressante. Johanna Roland a souvent dit on le fera et finalement on n'y est toujours pas. Nous, ce qu'on demande à Johanna Roland, c'est de l'inscrire au débat d'orientation budgétaire de la fin d'année comme étant la preuve de son engagement sur la question. On y travaille, riposte la majorité. Une étude sur la vidéoprotection et un centre de supervision est en cours depuis avril. On a demandé un état des lieux parce qu'il existe des caméras à Nantes. Si on fait un centre de supervision, parce que c'est quand même ça qui est utile, je veux dire, c'est pas tout de mettre des caméras, il faut après avoir des renvois d'images. Et les renvois d'images, il faut aller les négocier avec la police nationale parce qu'après, il faut travailler dessus. C'est pas que la vidéo-élucidation. Donc le sujet est quelque peu complexe. Les résultats de l'étude seront dévoilés en novembre. Accident tragique ce mardi matin à la centrale thermique de Cordemais. Vers 11h30, un ouvrier d'une entreprise prestataire a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il intervenait sur un chantier de rénovation. Les pompiers sont arrivés très rapidement mais n'ont rien pu faire. L'ouvrier est décédé sur place. Une cellule psychologique sera mise en place dès ce mercredi matin à la centrale. Une enquête est par ailleurs en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Un supermarché coopératif et participatif bio doit ouvrir ses portes fin 2007 à Nantes. Le concept de la coopérative Scopelli est original. Pour être client, il faudra travailler. Seuls les copropriétaires pourront donc y faire leurs courses. Le projet prévoit 3 heures de travail bénévole par mois. En retour, des produits de qualité à prix réduit. On considère qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très important pour tout le monde. Donc bien se nourrir, sainement, etc. Par contre, une alimentation saine, bio en particulier, eh bien, ça coûte cher. Donc la problématique, c'est comment se nourrir sainement à des prix compétitifs. La seule solution qu'on a trouvée, c'est en quelque sorte de prendre en main notre alimentation et de participer aux frais de gestion du supermarché. En grande difficulté financière, le Saint-Nazaire Rugby attend l'assemblée générale élective prévue ce mercredi avec inquiétude. En attendant, c'est tout un club qui se mobilise. Olivier Caillé.
Dimanche, le Saint-Nazaire Rugby a retrouvé des couleurs. Malgré la défaite face au leader Nevers, c'est surtout des coulisses que l'étincelle est venue. Vous voyez qu'on est encore là, ça fait un moment qu'on le dit qu'on risque de plus y être, mais on y est toujours. Cela faisait plusieurs semaines, même quelques mois, que cet endroit réservé aux partenaires du club, aux joueurs et à leurs familles était resté vide. Manque d'argent, dirigeant aux abonnés absents, l'esprit du club s'était effiloché. On a vécu 2 premiers matchs où on n'avait pas ces repas d'avant-match. On en a besoin. On a besoin de voir ce monde avant-match qui vienne déjà prendre l'ambiance du stade, l'ambiance du terrain. Et ça fait beaucoup de plaisir de revoir tout ce monde avant-match pour redonner cet élan dont a besoin le SNR aujourd'hui. Une situation que le capitaine de l'équipe ne voulait pas voir durer. Il s'est donc investi avec d'autres joueurs pour relancer ces moments de convivialité. Je fais ça surtout parce que j'aime le club et que depuis le début de l'année, je voyais le club un peu s'endormir, quoi. Et je pense que les gens sont contents de venir ici, de participer à la vie du club aussi. Même s'ils ne sont pas là, ils ne nous aident pas à nous filer un coup de main, tout ça, en venant ici, en mangeant. Ils passent la journée au club. Quand je vois la richesse de Saint-Nazaire, la ville telle qu'elle est puissante au niveau économique, etc., je me dis il faut faire quelque chose pour ce club. Le club ne peut pas aujourd'hui être laissé tomber sur une erreur de gestion. Un premier pas avant le conseil d'administration certainement décisif mercredi pour permettre au SNR de continuer à faire rêver. Les handballeuses nantaises sont désormais fixées. Pour le 3e tour de l'EHF Cup, le NLA devra se défaire du club néerlandais de Cercodac d'Alphen. Match aller le 12 ou le 13 novembre aux Pays-Bas et le retour une semaine plus tard. Les joueuses de Jan Basny devront réaliser un nouvel exploit après s'être débarrassées au tour précédent de Debrecen, grâce notamment à une belle victoire sur le parquet hongrois. 13 albums en 36 ans de carrière. Et voilà le joli CV des Bouskidou, la référence nantaise du rock pour les enfants. Et dernier concert ce mardi soir au Théâtre des Sans-Noms. 36 ans que ça dure et rien ne semble les arrêter. Le groupe Bouskidou sort un nouvel album, Mieux ça serait pire, où il revisite une quinzaine de leurs titres. Mais tes chaussons, Arrête de pleurer ou encore Cacaboudin font partie des morceaux choisis. Une nouvelle création pour répondre à la demande des fans. Eh bien, c'est un tribute to Bouskidou fait par nous-mêmes, donc un auto-tribute, parce qu'en fait, on nous le demandait déjà depuis quelques années. Il y a beaucoup de fans parce que depuis 36 ans, il y a beaucoup de gens qui nous ont vus tout petits et qui reviennent nous voir et qui veulent des anciennes chansons. Et c'est la première fois en 36 ans qu'on fait des anciennes chansons, qu'on reprend comme ça. C'est une demande du public, quoi. Pendant 1 heure, les 4 musiciens font de ce spectacle un véritable espace de jeu et de fête pour les enfants, mais pas que. C'est pas la première fois, c'est la 2e fois qu'on voit les Bouskidou. Et c'est toujours aussi chouette et vivant et c'est la fête, c'est bien. Après plus de 30 ans de carrière, le public est toujours au rendez-vous. Alors c'est quoi la recette du succès ? On a commencé en faisant de la chanson pour enfants. On n'a pas fait de la chanson pour enfants par défaut, ni parce que c'était un créneau. Donc il y a ça et puis le fait qu'on soit différent, que nos musiques soient actuelles et que nos textes soient dans l'air du temps et ne prennent pas les gamins que pour des gamins. En 2017, la Fédération française de football aura un nouveau président. Et parmi les candidats, on trouve Jean-Pierre Clavier, un professeur de droit à l'Université de Nantes, également cofondateur du Conseil national des supporters de football. On a l'ambition de faire un peu de bruit, on a l'ambition de faire bouger les lignes. On n'a pas vraiment l'ambition de gagner parce que le système, et c'est d'ailleurs contre ce type de système que nous luttons. C'est un système qui est très verrouillé. La liste qui va gagner est celle qui aura été présentée par la Fédération française de football elle-même. D'abord parce que le système d'élection est particulier. Peuvent se présenter aux élections les personnes qui disposent d'une licence, qui sont licenciées dans un club de foot. Donc là, ça couvre un grand nombre de personnes. Donc ça, c'est assez simple. En revanche, ne voteront que les personnes qui ont qui font partie d'une assemblée, l'Assemblée fédérale de la Fédération française et qui sont les représentants des clubs et des ligues régionales. De sorte que ce sont des gens qui ont en réalité une attache économique avec la fédération qui vont se prononcer. Donc on comprend que cette situation conduise naturellement à voter pour les personnes qui sont déjà en place. On veut dénoncer d'abord l'absence de transparence au sein de la fédération, ce côté presque peu démocratique. La fédération, c'est quand même une structure, la structure nationale du football,
qui draine énormément d'argent, qui dispose d'un budget considérable et qui en même temps est totalement fermé. Donc c'est un cocktail un peu détonnant parce que peu d'ouverture et beaucoup d'argent, on voit ce que ça a pu donner dans d'autres instances. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses cachées, dissimulées, ce n'est pas du tout mon propos, mais d'une manière générale et en guise de principe, on devrait ouvrir davantage. Et puis même en termes aussi de principe, c'est assez curieux de se dire que l'instance qui gère le football en France ne reconnaît pas un certain nombre de familles du foot et notamment les supporters. On a quand même fait bouger les lignes dans la mesure où on a déjà mis en place une structure pour l'actionnariat populaire, on a déjà la proposition de loi que nous avions rédigée, a été adoptée partiellement dans le cadre d'un texte plus large, une loi du 10 mai 2016. Donc on a des succès qui sont tangibles et là à nouveau notre plus grand succès ce serait que l'équipe qui va gagner, que le futur président de la fédération française intègre une partie de nos demandes, de notre plateforme pour pouvoir ensuite faire changer les choses. Alors cette loi du 10 mai, elle est composée en fait de deux textes, deux propositions de loi qui avaient été rédigées, l'une dans une logique un tout petit peu plus sécuritaire, c'est-à-dire avec une préoccupation sur comment on entre dans le stade, comment on anime un stade, les déplacements des supporters lors d'un match. Donc ça c'est une proposition de loi qui avait été proposée par un député qui s'appelle Larrivé. Et puis nous avions de notre côté rédigé un texte qui favorisait la représentation des supporters dans les instances et puis qui promouvait la représentation dans une instance nationale, le Conseil national des supporters en France, qui est d'ailleurs tout sport, et qui a pour ambition de réunir autour de la table des représentants des pouvoirs publics, des différents ministères concernés, des fédérations, des supporters. Donc ça a été adopté. Les deux textes, les deux propositions ont donc été réunies et le Parlement a adopté ce texte au printemps 2016. D'abord, ce n'est pas l'association à la nantaise qui formellement propose cette liste, c'est le CNSF, c'est-à-dire Conseil national des supporters de football, qui réunit un certain nombre d'associations de supporters en France. Donc nous avons des représentants de supporters de Saint-Étienne sur la liste, de Nancy, de Rouen. Nous avons aussi le président de l'association des supporters handicapés. Nous avons un certain nombre d'acteurs et donc l'idée c'est évidemment d'avoir une représentation nationale la plus vaste possible.